il y a une altération de la féminité, oui, et ça ne doit pas être un tabou. Et il y a des solutions. Je crois que le grand message que j'aimerais passer avec toi, c'est ce message d'espoir. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Quelle chance j'ai de pouvoir accueillir Isabelle Guillaumard. Alors Isabelle a tout plein de casquettes et je trouve ça toujours super intéressant d'aborder un sujet sous différents angles. Elle a la casquette de l'auteur du livre Combattante, publié aux éditions Cherche Midi, celle de l'ex-patiente, celle de la chef d'entreprise et fondatrice du laboratoire Osalis, et celle de la militante et porteuse d'espoir, comme on a pu l'entendre dans l'intro. Tout un programme. Alors rentrons dans le vif du sujet sans plus attendre. Quelles sont les places de l'intimité, de la féminité et de la sexualité quand on a souffert d'un cancer ? Sujet bien trop souvent tabou et très malheureusement à tort. Le cancer et tous les traitements lourds, et principalement l'hormonothérapie, altèrent de manière considérable la féminité. Ils peuvent taxer l'intimité, la sexualité, il peut avoir des conséquences lourdes au niveau urogénital, parce qu'on ne parle pas simplement de sécheresse vaginale, mais d'un ensemble d'effets secondaires comme l'incontinence urinaire, l'atrophie vaginale, les douleurs pendant les rapports, l'arrêt de la sexualité et ou la dépression pour certaines. Mais, il y a des solutions et Isabelle est là pour en parler avec nous. Elle est là pour lever les tabous et permettre aux femmes d'avoir accès à cette information bien précieuse. Elle va notamment nous parler du laser, du fameux laser fractionné CO2. Alors j'ai voulu lui donner la parole pour que vous puissiez aussi, à votre tour, prendre la parole auprès de votre médecin, auprès de vos amis sœurs de combat, auprès de toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Plus nous en parlons, plus nous serons informés, plus nous pourrons faire bouger les choses. Elle nous dit, et je trouve cela formidable, que c'est un enjeu de santé publique que d'aider les femmes à supporter leur monothérapie et être dans les meilleures conditions de prévention de récidive. Je la rejoins sur toute la ligne. Parlons-en, je ne le répéterai jamais assez, pour que les médecins et les hôpitaux s'équipent et que des millions de femmes puissent traiter ces effets secondaires en ayant accès à ces nouvelles technologies. C'est fondamental. Alors, à côté de son combat pour lever les tabous, Isabelle gère son bébé, le laboratoire Osalis. C'est une belle histoire, parce qu'Osalis est né de l'océan de solitude qu'elle a ressenti après son cancer, le fameux après-cancer qu'on sous-estime quand on est en plein dans la maladie. C'est de ce grand désarroi qu'est né son besoin incompressible d'engagement auprès des femmes touchées par le cancer. Et c'est cet engagement qui lui a permis de se relever. Voilà un bel exemple de résilience. Elle a donné un sens à sa maladie. Elle a donné un sens à ce grand vide ressenti après tous les traitements. Osalis et sa gamme de 11 produits d'hygiène et de soins de haute conception ont été pensés par une femme qui a eu le cancer, pour les femmes qui ont le cancer et qui sont touchées par les effets secondaires des traitements anticancéreux. J'ai eu la chance de pouvoir tester tous les produits. Alors je reprends un slogan que tout le monde connaît. Essayer, c'est l'adopter. On a vraiment besoin de personnes comme Isabelle pour lever les tabous de l'intimité de celles qui ont un cancer féminin. Faisons comme elle. Allez, zou, que les langues se délient. Bonjour Isabelle. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois d'avoir accepté de venir témoigner sur ce podcast. Alors Isabelle, j'aimerais bien que tu commences par une petite présentation, donc ton âge, le cancer que tu as eu, l'événement qui a chamboulé ta vie, tes enfants, ton métier, ton livre. Voilà, je te laisse commencer où tu veux avant de rentrer dans le vif du sujet. La raison pour laquelle je t'ai invitée sur le podcast est donc de parler de la sexualité et de l'intimité quand on a souffert d'un cancer.
Merci tout d'abord, Delphine, de me donner la parole sur ce magnifique podcast. Je suis très honorée de parler à une sœur en fait de combat et à toutes ces femmes qui traversent l'épreuve de la maladie. Alors, j'ai 53 ans. Je suis une maman de 2 grandes filles et j'ai aussi une petite fille qui va avoir 3 ans. Je suis une chef d'entreprise. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie pharmaceutique et j'ai racheté à l'âge de 40 ans des usines de cosmétiques en France en difficulté en 2008. Nous sommes devenus maintenant l'un des acteurs majeurs du luxe mondial. 5 ans après ce rachat, à l'âge de 45 ans en 2013, j'ai appris que j'avais un cancer du sein, carcinome canalaire infiltrant, grade 3, agressif, 3 ganglions métastasés. Alors j'ai continué de travailler durant ma maladie. J'ai un groupe de 250 salariés. C'était à la fois un devoir et une responsabilité, mais aussi, je dois l'avouer, un besoin vital, puisque j'ai eu cette sensation que si je concédais ce terrain à la maladie de ma vie professionnelle, je mourrais. Le travail m'a aidée. C'est pas la seule chose, mais ça a été pour moi une bouée extrêmement importante. Et donc, tu as travaillé pendant toutes tes chimios? Toutes les chimios, je me suis arrêtée 5 jours pour la chirurgie et puis j'ai travaillé pendant toutes les chimios. Alors, c'est un long combat, c'est une longue histoire dont est née Osalis 3 ans plus Magnifique. tard. Oui, magnifique. 3 ans plus tard, alors? 3 ans plus tard, oui, j'ai eu besoin, comme toi, de donner du sens à ce qui n'en a pas, cette épreuve de la maladie. Et j'ai eu besoin de m'engager à nouveau, comme je l'avais fait finalement 7 ans plus tôt en achetant des usines en difficulté. J'ai eu besoin à nouveau de m'engager pour me relever. C'est pour moi un moteur. Je sais maintenant que c'est l'engagement qui me permet de me remettre debout et créer une marque pensée et dédiée, pas réservée à, mais dédiée aux femmes touchées par le cancer. Et donc, tu as pensé en fait à cette marque pendant tes traitements? Oui, ça m'a tenue. Et tu t'es dit qu'il y avait rien en fait sur le marché à ce moment-là, comme produit oncologique. Il y avait la dermocosmétique classique, mais cette dermocosmétique, elle n'a pas été pensée pour ces situations. Et c'est vrai que l'originalité d'Osalis, c'est d'avoir pensé cette marque pour la situation la pire, c'est-à-dire le cancer qui recouvre tous les protocoles existants, chirurgie, chimio, immuno, radiothérapie, hormonothérapie, et aussi une composante très particulière qui est l'hormonodépendance des cancers de la féminité et du cancer du sein, tout particulièrement dans 80% des cas. Et donc, ça donne une marque et une gamme de haute conception dépourvue avec une charte de formulation unique et dépourvue totalement d'hormones-like. Nous traquons les phtalates, les plastifiants, les métaux lourds, tout ce qui peut interférer avec le système endocrinien. Et nous répondons avec la plus grande gamme d'hygiène et de soins aux différents problèmes, c'est-à-dire qu'on va du dentifrice en passant par le bain de bouche, l'hygiène intime, tous ces produits dont on a besoin parce que nos muqueuses et notre peau est considérablement altérée pendant et après le cancer, et notamment dans cette phase si difficile qu'est l'hormonothérapie pour les femmes. Voilà l'histoire. Alors, toute cette histoire, cette grande bataille, je l'ai écrite finalement dans Combattante. La Combattante, c'est surtout un manifeste pour la féminité. C'est pas uniquement centré sur l'histoire du cancer. C'est finalement l'histoire d'une femme qui se lit un peu comme un roman, avec ces combats que les femmes mènent dès la puberté finalement. Et cette dualité permanente avec laquelle nous devons gérer notre féminité, notre vie professionnelle, notre vie de mère, d'épouse, de femme, et puis parfois la maladie et la souffrance morale et physique. Effectivement, Isabelle, toutes ces dualités, tous ces dilemmes parfois aussi. Est-ce que tu peux nous parler de certaines solutions dont on a parlé ensemble par rapport à tous ces effets lourds, secondaires de l'hormonothérapie, enfin secondaires, pas si secondaires,
Et on va pas dire que l'hormonothérapie, parce que toutes les femmes qui ont de la chimio sont aussi brutalement ménopausées par la chimio, pour un temps ou pour toujours. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce fameux laser Mona Lisa? J'aimerais qu'on prenne le temps d'en parler parce que tu as fait énormément de recherches et tu connais bien la technique. C'est méconnu. Moi, j'avais fait pas mal de recherches sur Internet, je l'ai trouvé, mais on ne m'en a pas parlé pendant le parcours de soins. Alors voilà, tant de choses à partager dans le cadre de ton engagement auprès des femmes. Alors, parmi mes passions, il y a Osalis et puis il y a aussi l'engagement aux côtés des femmes pour les aider à se relever. Et c'est vrai que je m'engage à la fois professionnellement, puisque au sein de mon groupe, nous avons un atelier spécifique pour la réinsertion des malades, parce que finalement, le cancer, c'est aussi une guérison sociale à laquelle on doit faire face. Et puis, je m'engage sur ces aspects de la féminité qu'implique le cancer, avec trop souvent des deuils que les femmes font alors même qu'il y a des solutions. J'ai ainsi été reçue au Sénat en France et auditionnée pour obtenir le remboursement d'une nouvelle technique qui est le laser fractionné. C'est vrai que la chimiothérapie, certaines chimiothérapies et l'hormonothérapie induisent une ménopause artificielle. Alors, si elle est tolérable quelques mois durant la chimiothérapie, en revanche, elle pose plus de problèmes dès lors que on attaque une hormonothérapie pour 5 à 10 ans, puisque Ah oui, c'est devenu de plus en plus long là maintenant, oui. les oncologues la recommandent de plus en plus longtemps. Donc, je considère que c'est un enjeu de santé publique Oui. que d'aider les femmes à supporter leur traitement de sorte à ce qu'elles puissent être dans les meilleures conditions de prévention de récidive. Et il y a des solutions. Je crois que le grand message que j'aimerais passer avec toi, c'est ce message d'espoir. Les choses ne sont pas une fatalité. Il y a une altération de la féminité, oui, et ça ne doit pas être un tabou. Et en levant le tabou, toi et moi, on peut permettre de donner l'information et aux femmes à accéder à l'information. C'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est d'envoyer ce message d'optimisme en disant on peut sauver notre féminité grâce aux nouvelles techniques. La science progresse considérablement. Il faut simplement avoir l'information, puis dans chaque pays, eh bien, que des femmes comme toi militent pour que les hôpitaux s'équipent de ces nouvelles technologies, dont notamment le laser fractionné CO2 qui révolutionne. Tu peux nous expliquer un petit peu ce laser parce que tu sais que c'est complètement méconnu. Hein. Moi, j'en ai parlé à l'hôpital. C'est ah oui oui oui. Donc d'abord les femmes ne connaissent pas, les médecins n'en parlent pas. Est-ce que tu peux expliquer de manière relativement simple comment ça se passe et ce que ça fait? Oui, alors on va déjà indiquer qu'il y a un vrai tabou sur la féminité pendant et après le cancer et pendant cette hormonothérapie. On la réduit bien volontiers à c'est de la sécheresse vaginale. Donc Oui, et si je peux me permettre de rajouter un petit quelque chose, un bon petit lubrifiant et ça, ce sera parfait, ça fera l'affaire. On entend ça souvent, hein. mais bien sûr Delphine, tu sais bien, il faut que ça glisse et tout va bien. Disons-le, hein. Et justement, je trouve que c'est un petit peu méprisant que de réduire ce syndrome et ses effets secondaires à une simple sécheresse vaginale. Et c'est à tel point méprisant que les femmes ont honte d'avouer qu'elles vont arrêter l'hormonothérapie à cause de ces effets secondaires gynécologiques. Ça va bien au-delà d'une simple sécheresse vaginale. On parle d'atrophie vaginale et les gynécologues parlent de syndrome urogénital. C'est donc un ensemble de symptômes qui vont de l'incontinence urinaire en passant par les candidoses et l'inconfort et bien sûr la sécheresse vaginale. Donc, je parle vraiment de santé publique parce que si on peut gentiment réduire la sécheresse vaginale
avec des lubrifiants. Le syndrome urogénital, il est bien plus complexe et c'est bien toute la sphère urogénitale de la femme qui est altérée par cette ménopause profonde. Donc non, ce n'est pas que un problème de lubrification. Et les femmes le savent très bien, simplement, elles ne l'avouent pas et elles ne font pas forcément le lien entre tous ces symptômes. Donc, surtout si on n'en parle pas et si on les réduit à une simple sécheresse. Oui, et donc finalement, je me demande quel est le pourcentage de femmes qui arrêtent cette hormonothérapie à cause de tous ces problèmes-là, mais elles n'en parlent pas parce que souvent, j'ai souvent rencontré des femmes qui disent ben non, j'ai arrêté l'hormonothérapie pour des problèmes articulaires mais on comprend qu'il y a autre chose. Tout à fait, c'est un ensemble de facteurs et il faut les aider à aller bien dans leur corps et dans leur tête, de sorte à ce qu'elles puissent supporter un certain nombre d'effets secondaires pour lesquels on a plus de mal à trouver des solutions. Oui. Mais quand on est bien dans sa tête et dans son corps, on affronte plus facilement une douleur articulaire, une prise de poids. C'est un ensemble. Donc, à mon sens, combattre les tabous sur la féminité et les impacts sur la féminité, donner l'information et donner aux femmes la possibilité de se relever et de traiter ces effets secondaires, c'est fondamental. Alors, très simplement, le laser vaginal, d'abord, il existe dans le monde entier depuis plus de 8 ans. Ah oui. Dans certains pays, il est utilisé par les femmes ménopausées tout simplement. Et je pense, Delphine, que nos filles ne vivront pas la ménopause classique du tout de la même façon. Dans 20 ans, ce laser sera un traitement utilisé de façon banale par toutes les femmes ménopausées. C'est extraordinaire que tu parles de ça parce que donc ça concerne les femmes touchées par le cancer, mais aussi toutes les femmes ménopausées. Bien sûr, parce que celles touchées par le cancer, la médecine leur interdit toute hormone. Donc ça, c'est vraiment majeur. Mais il y a aussi de plus en plus de femmes ménopausées qui s'interdisent elles-mêmes, bien sûr, les thérapeutiques hormonales, qu'elles soient locales ou par voie orale. Toutes ces femmes qui sont de fratrie, qui ont des mères, des sœurs, qui ont été elles-mêmes touchées par la maladie, elles ne vont pas aller facilement, et les médecins non plus, vers les traitements substitutifs tout à fait, hormonaux. Oui. Donc, on peut espérer, et c'est déjà le cas dans de nombreux pays, que ce laser sera accessible à toutes les femmes ménopausées dans 10 ans ou dans 20 ans. Aujourd'hui, la priorité, c'est de le rendre accessible à celles qui souffrent le plus, c'est-à-dire celles qui sont sous hormonothérapie. Ça, c'est la grande priorité. Hormonothérapie égale laser fractionné CO2. Ça doit être rendu accessible si la femme en exprime le besoin et si elle a des symptômes qui le justifient. Parce qu'à l'heure actuelle, évidemment, rien n'est remboursé. Combien coûte une session? Il faut en faire combien? Alors, pour la France, nous avons en France actuellement 25 appareils sur toute la France pour un pays de 66 millions d'habitants, c'est te dire. Oui. Je prends l'exemple de Dubaï, par exemple, aux Émirats Arabes Unis, il y a à peu près 150 appareils. On a l'impression parfois que dans ces pays, les femmes ont moins de place. Simplement, elles s'organisent entre elles. Et dans ce pays, toutes les femmes ménopausées qui en ont les moyens utilisent le laser CO2. Donc en France, on a 25 appareils. Ça n'est pas remboursé encore. Et les séances varient entre 350 et 450 €. Il faut 3 séances la première année, puis tous les 18, 24 mois, et parfois même les 3 séances suffisent. Une séance tous les 2-3 ans peut suffire ensuite en entretien. Moi, je souligne que une séance d'entretien tous les 2 ans à 350 € coûte moins cher au système de santé que les candidoses, l'incontinence urinaire, la dépression, que les femmes prennent en charge un reste à charge extrêmement important, c'est-à-dire elles achètent des lubrifiants, des ovules à base d'acide hyaluronique non remboursés, des serviettes d'hygiène intime. Tout ça, ça coûte extrêmement cher finalement chaque année. Donc, un remboursement par les mutuelles et par les systèmes de santé pour ces femmes changerait, je pense, considérablement la façon de vivre l'hormonothérapie par les femmes et l'observance
de l'hormonothérapie. Oui, parce que c'est ça finalement le souci, hein. Donc c'est vraiment ce problème d'observance qui est le pourcentage est vraiment très bas. Oui, on a une femme sur 6 arrête son traitement à 1 an, on est à 2 sur 6 à 2 ans. Oui. L'ASCO recommande maintenant l'hormonothérapie d'aller jusqu'à 10 ans. Donc on voit bien que c'est une clé de prévention de récidive importante et donc il faut tout faire pour aider les femmes à la supporter et je pense que cette gestion de l'intimité et des effets secondaires urogénitaux aiderait considérablement. Les femmes auraient plus de facilité à faire un peu plus de sport, se restreindre un peu plus sur l'alimentation pour gérer la prise de poids, si elles étaient bien dans leur corps et si ces effets secondaires urogénitaux étaient pris en charge. Merci, merci de témoigner. En tout cas, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment ça fonctionne de manière relativement simple? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est concrètement, sans rentrer dans des considérations médicales hyper approfondies, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, ça régénère les muqueuses? Oui, c'est le principe du laser. Alors, je précise que je ne suis pas médecin, donc je Oui, ne vais pas expliquer le fonctionnement du laser. bien sûr. Toutefois, l'applicateur laser est introduit dans le vagin et c'est un geste qui est assez rapide, qui est pas ou peu douloureux, peut-être un peu la première séance, mais tout de suite, les deuxième et troisième séances, la régénération de la muqueuse vaginale se faisant, il n'y a plus de douleur. Il n'y a pas d'effet secondaire grave qui ait été observé et le maximum, c'est un petit inconfort dans les heures qui suivent et au bout de 48 heures, c'est à nouveau un confort. Ce que l'on constate, c'est que après 3 séances, il y a un vrai confort de vie. Les médecins observent, les femmes observent une réelle efficacité et même disparition des symptômes d'incontinence urinaire. Oui, c'est extraordinaire, ça, oui. Ça, c'est extraordinaire. Oui, À la oui. sécheresse vaginale, là aussi, problème résolu. Problème totalement résolu. C'est fou, hein. C'est fou qu'on n'en parle même pas au sein des hôpitaux. On n'en parle pas. Je serais curieuse de savoir combien de machines Mona Lisa. Alors, je sais qu'il y a une autre marque aussi. Je connais plus le nom, mais je me demande bien combien il y en a au niveau de la Belgique, tout simplement aussi. Je crois que, en tout cas, il faut porter. C'est un message toujours d'espoir que l'on porte, toi et Bien moi. sûr. C'est c'est une technique qui existe depuis 8 ans dans le monde. Elle arrive petit à petit dans les pays européens. Elle doit être portée par les femmes, c'est évident. L'Europe, il y a un, un, un groupe scientifique de gynécologues qui s'est constitué en Europe sur ces techniques de régénération vulvo-vaginale. Donc les choses avancent. Avance, oui. On est au début, toi et moi, du Du combat, combat, oui. mais les choses Oui. avancent et je pense Dans le bon sens, oui. dans le bon sens. De plus en plus de gynécologues connaissent la technique. En oncologie, c'est vrai, les oncologues ont d'autres problématiques et c'est vrai que ce n'est pas finalement à eux de prendre en charge cette partie post traitement. Je pense qu'il faut la mettre en ville et que les gynécologues puissent utiliser la technique et eux-mêmes l'utiliseront d'ailleurs, je pense, sur les femmes ménopausées naturellement, tout simplement. Tout à fait, oui. C'est une nouvelle façon d'être femme après la ménopause, qu'elle soit artificielle ou naturelle, qui s'ouvre pour la décennie à venir pour des millions de femmes dans le monde. C'est fantastique. C'est fantastique. Oui, fantastique. Et on voit finalement qu'il y a énormément de recherches qui sont faites autour de la sexualité de l'homme. Finalement, ce Viagra et tout ça, ça a fait tout a avancé à une vitesse VV prime. Et puis, nous avons été un petit peu oubliés. Alors, je suis pas du tout une féministe à 100%, mais voilà, c'est vraiment bien de parler de ces choses ouvertement parce que effectivement, le cancer de la prostate, ils ont de bonnes solutions. C'est passionnant ce que tu dis parce que les injections intracaverneuses pour l'homme existent depuis maintenant 30 ans. 30 ans.
Le Viagra doit, je pense, avoir 20 ans. Et on sait que le Viagra fonctionne bien aussi chez la femme, et pourtant, il n'y a pas d'études et pas d'AMM. Donc, tu as ouvert la conversation sur l'intimité de la femme avec finalement le lubrifiant, et c'est vrai que tant que la sexualité de la femme sera réduite à de la lubrification, la recherche n'avancera pas. L'intérêt du laser fractionné CO2, c'est qu'il joue aussi sur la partie incontinence urinaire, donc les médecins s'y intéressent un peu plus, et je pense que c'est ça qui va permettre de pousser aussi la technique en, en élargissant les indications à ce syndrome urogénital, car nous ne sommes pas que euh, réduite à un simple vagin et à de la lubrification. Ben oui, il faut le dire, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Voilà, nous sommes une machine extrêmement complexe, d'une finesse et d'une haute conception, nous, les femmes. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment est-ce que tu as vécu ton après-cancer? Ah, je crois que comme beaucoup de femmes, plus difficilement finalement, et ça a été ma grande surprise, plus difficilement que pendant. J'ai cru pendant 7 mois au cours desquels j'ai vécu l'enfer. J'avais cette impression que c'était l'enfer et que finalement l'après, après ça allait aller tout seul. Et ça a été pour moi une grande source de désespoir que de me rendre compte que c'était pas du tout ce que j'attendais. Un petit peu comme la dépression postpartum, tu sais, Tout à où une fait. fois que le bébé est né, pendant quelques jours, ça va pas du tout, on pleure tout le temps, et on se dit mais pourquoi, tout le monde se dit mais pourquoi elle est pas heureuse cette maman avec ce bébé magnifique. L'après-cancer, c'est un peu ça, c'est tout l'entourage qui vous dit tu es en vie, tu peux tourner la page, c'est magnifique, champagne. Et pas du tout. Ça marche pas du tout comme ça. Et je pense que c'est peut-être à ce moment-là où je me suis sentie la plus seule. Pendant, je me suis sentie soutenue, entourée. Et après, je qualifie cette période d'un océan de solitude. Ah, oui, donc malgré ton travail, malgré tout ça, tu as ressenti aussi cet océan ce vide. Ce vide, Oui, cette incompréhension. oui, Et je ne me suis sentie finalement bien, je dois l'avouer, et sans doute que ça a été douloureux pour mon entourage. Je ne me suis sentie bien qu'au contact de femmes qui traversaient la même épreuve que moi. oui, C'était seulement là que je me sentais comprise. oui. Parce que ailleurs, j'avais l'impression de ne pas avoir d'espace de parole, puisque tout le monde me disait tu es en vie, c'est magnifique, de quoi te plains-tu? Puisque Oui, c'est ça, les cheveux repoussent et pour eux, c'est ah mais fini. Ouais. c'était ça. Et alors, un peu comme les femmes enceintes, tu sais, ou ces gens qui vous posent la main sur le ventre quand vous êtes enceinte de 8 mois, c'est exaspérant. Eh bien là, certaines personnes se permettaient de passer la main dans mes cheveux en disant oh, c'est magnifique, ça repousse, tu es belle. Mon Dieu, mon Dieu. C'est la même sensation, tu sais, Ouais. où tu as ce mouvement de recul, où tu protèges ton ventre quand tu es enceinte en disant mais ne touchez pas ce ventre, il est à moi. Eh bien, ne touchez pas ses cheveux, ils sont à moi, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, et les gens ne voient que cette partie émergée de l'iceberg. Ils ne veulent voir que ça, d'ailleurs. Peut-on leur reprocher? Non. Non, Tout oui. notre entourage a souffert de la période des traitements, c'est bien compréhensible. Et finalement, tout le monde a envie de la même chose, tourner la page. Sauf que pour nous, tourner la page va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc voilà, c'est cet océan de solitude contre lesquels qui m'a donné cette envie d'engagement. Bien sûr, oui. Dans cet océan de solitude, j'ai eu besoin de me rapprocher des femmes. J'ai créé Osalis, je me suis engagée pour elles, et je me suis relevée grâce à ça, et grâce à cette communauté de femmes finalement qui c'était la seule chose qui me réchauffait vraiment. Mais oui, parce qu'il y a rien à faire, moi je trouve aussi, hein. Il y a qu'une femme qui a eu un cancer qui peut vraiment comprendre une femme qui a eu un cancer. Et cet engagement est absolument formidable parce que c'est à plusieurs niveaux. Donc c'est aux Alice, c'est maintenant auprès du Sénat pour cette machine. C'est absolument formidable. Quels sont comment tu vas aujourd'hui? Je vais d'abord te demander. Ça fait combien de temps alors en fait maintenant? Ça fait maintenant 7 ans
7 ans, ouais. 7 ans. Heu, j'ai l'habitude de dire que quand j'ai appris mon cancer, j'étais, en colère profondément, révoltée. Aujourd'hui, je suis, apaisée. Voilà, je suis une femme plus sereine, apaisée. Je suis surtout pas plus forte. En revanche, je me sens plus libre. J'ai une sensation de liberté de ton et d'action. Ce que l'on fait, aujourd'hui toutes les 2, se mettre à nu d'une certaine façon, écrire combattante et témoigner à nu pour les autres, je ne l'aurais pas fait, il y a 10 ans. Donc, c'est une forme de liberté d'esprit, que cette épreuve m'a donnée. Donc je suis une femme libre, je vais bien comme une femme libre. C'est formidable, c'est vraiment la première. C'est souvent, hein, on dit, je me sens plus forte, plus alignée, mais plus libre. C'est encore plus fort. Oui, je crois parce que vraiment je me sens pas plus forte. Je suis pas du tout adepte de Nietzsche avec ce qui ne vous tue pas ne Oui. vous rend plus fort. C'est une philosophie auquel j'ai du mal à adhérer. En revanche, je pense que la résilience, c'est pas d'être plus fort, mais c'est de réussir à ce que justement le matin, les choses ne vous fassent plus souffrir et que la rémanence de l'épreuve puisse se traduire par quelque chose de positif. Donc c'est là où je distingue la force de la résilience. Et j'aime bien cette notion de résilience un peu différente où on transforme les choses et on essaie de donner finalement de renaître un peu différemment, pas tout à fait une autre, mais pas tout à fait la même. Donc c'est un parcours, c'est une vie de femme finalement ces épreuves et ça donne oui quelque chose d'un peu différent et cette liberté moi que je traduis en termes de liberté. Magnifique, magnifique Isabelle. Quels sont tes projets pour l'avenir, pour Rosalis, ou est-ce que tu as encore d'autres projets dans le cadre du cancer? Alors nous nous impliquons totalement et exclusivement dans la problématique du cancer. Donc euh, quand je dis exclusivement dans la problématique, c'est dans la conception des produits. Donc nous avons d'abord nous arrivons en Belgique de façon large. Voilà, ça je tenais à le dire. Osalis en moins de 30 mois est présente en Europe et dans plus de 30 pays. Donc, nous sommes à Taïwan, nous sommes en Corée, en Russie, et en Belgique, en Belgique de façon beaucoup plus large depuis le mois de janvier, où nous arrivons en pharmacie. Donc, voilà, donc ça fait partie des choses qui sont une grande source de satisfaction que d'aller vers les femmes du monde entier et de pouvoir passer les frontières. Et et finalement cet engagement d'en faire profiter les femmes du monde entier. Donc ça, ce sont mes projets professionnels. Voilà, toujours aller plus loin et offrir. Avec tes filles en plus, hein, donc c'est un projet familial aussi, non? Oui, c'est un projet familial parce que parmi les deuils du cancer, les relations avec les banques sont particulièrement compliquées. Et en tout cas, nous, en France, on ne peut plus emprunter d'argent, on peut plus assurer. S'assurer, c'est vraiment quelque chose qui est encore pour lesquels là aussi je milite et me bats, car ça conduit aussi beaucoup de gens à la précarité, qui peuvent même plus s'acheter une voiture ou une maison. C'est compliqué et c'est vrai que mes filles m'ont sauvée parce qu'elles m'ont permis de sauver mon entreprise et Osalis, c'est maintenant une entreprise familiale. Mes 2 filles travaillent, travaillent avec moi. Voilà, c'est C'est absolument formidable. pour les femmes, avec des femmes, nous avons 80% de femmes sur les 250 salariés. Et j'aime à penser que Osalis, dans les années à venir, accompagnera la vie des femmes dans les grands moments de leur vie. Il y a des moments où nous sommes plus fragiles et où nous avons besoin de plus de sécurité. Donc je fais bouger les lignes. En fait, je crois que c'est ça qui peut-être me permet de répondre à ta question, quels sont mes projets. Faire bouger les lignes toujours, c'est quelque chose qui m'anime, me nourrit et finalement maintenant
me rend heureuse et c'est ma source de bonheur. Oh, merci Isabelle. Merci Isabelle. Alors, je mettrai évidemment tous les liens vers tous les réseaux. Alors, tes produits Osalis, donc on peut les trouver en pharmacie en Belgique, on peut les trouver sur Internet, j'imagine, via différents sites de vente. Sur osalis.com, il y a un Locastore où les femmes peuvent taper leur adresse et elles trouvent le point de vente le plus proche de chez elles. Elles peuvent commander, bien sûr, sur notre site, mais en Belgique, nous sommes maintenant bien présents, donc elles peuvent trouver un point de vente proche de chez elles en Belgique. Et puis, il y a le lien du blog qu'on trouve aussi sur le site internet. Donc là, elles peuvent lire. Et c'est vrai que j'écris pas mal d'articles et co-écrits avec des médecins. Donc, il y a un très joli article qui est sorti le mois dernier où Martine Picard, le professeur Martine Picard a bien contribué sur la chimiothérapie. C'est un article très intéressant. Voilà, donc j'essaie de donner toujours un autre regard sur les thérapeutiques et donner aussi de l'information avant-gardiste, accès à l'innovation, donner toujours un peu de vision sur ce qui se passe et sur les progrès de la science. Merci Isabelle. Merci mille fois d'avoir accepté de venir raconter ton histoire et puis toutes ces actions et pour améliorer la vie des femmes, améliorer le post-cancer. En tout cas, je te remercie. Un gros kiss de Belgique. Merci infiniment, Delphine. Je n'ai qu'une hâte, c'est pouvoir te serrer dans mes bras et venir rencontrer tout ton formidable réseau. Et bravo toi aussi pour ce que tu fais. J'ai moi aussi dévoré ton livre et c'est inspirant. Donc bravo. Merci tout cœur. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!